Bonjour, bienvenue sur le podcast Mountain Changemakers, le média de la transition des territoires de montagne. Talk to You, c'est un rendez-vous avec un acteur économique, politique ou associatif avec qui nous décryptons les enjeux liés à l'évolution de nos territoires. Changement climatique, biodiversité, bouleversement économique, diversification touristique, mobilité, crise du logement. L'ensemble de ces sujets font partie de nos entretiens réguliers pour mieux comprendre les changements auxquels nous devons faire face. Dans ce podcast, il est question d'innovation, de nouvelles technologies et d'intelligence artificielle. Mountain Changemakers s'est installé durant 2 jours au festival Tech & Fest à Grenoble pour interroger le rôle de l'innovation dans la transition. Mon invité aujourd'hui a déjà réalisé le premier tour du monde en ballon sans escale, le premier tour du monde en avion solaire et s'apprête à réitérer l'exploit en avion à hydrogène en 2028. Psychiatre de formation, véritable inventeur des temps modernes, il est issu d'une famille de pionniers et d'explorateurs. Son arrière-grand-père a même inspiré le personnage de Tournesol à Hergé dans les albums de Tintin. En plus de décarboner le transport aérien, il a lancé un label pour valoriser les solutions innovantes pour une technologie rentable avec sa fondation Solar Impulse. Mon invité est donc Bertrand Piccard, un homme qui prône le changement. Bonjour Bertrand Piccard. Bonjour. Bienvenue sur Mountain Changemakers. Merci, avec plaisir. On est ravis de vous accueillir lors de ce salon Fest & Tech sur notre plateau. Vous êtes psychiatre, explorateur, pionnier de l'aviation. Vous avez à cœur de montrer à quel point l'écologie, l'innovation peut être rentable. Et là, tout à l'heure, dans votre dernière conférence, vous avez aussi dit l'écologie doit être désirable. Ça veut dire quoi, une écologie désirable ? Une écologie désirable, c'est une écologie qui va faire l'unanimité entre les protecteurs de l'environnement, entre ceux qui sont au niveau social penchés sur les plus démunis et qui, grâce aux énergies renouvelables, auront des factures énergétiques plus basses, grâce au changement de leur système de chauffage pour mettre des pompes à chaleur, l'isolation des bâtiments, auront une meilleure qualité de vie. Ça doit pouvoir contenter aussi le centre droit qui est au niveau entrepreneurial plutôt axé sur le développement des entreprises et la création d'emplois. Et ça doit aussi contenter l'extrême droite qui parle beaucoup de souveraineté et d'indépendance, fabriquer son énergie localement, arrêter de la gaspiller, ça diminue les importations et ça permet au pays ou à l'Europe en général d'être plus souveraine. Donc on voit que l'écologie désirable, c'est celle qui va fédérer et pas celle qui va cliver comme on a fait jusqu'à maintenant. Jusqu'à maintenant, on a clivé, on a polarisé. Il y avait d'un côté l'écologie chère, rébarbative, sacrificielle, et de l'autre côté, les entreprises polluantes. Eh ben non, les entreprises peuvent devenir propres et l'écologie peut devenir rentable. Et désirable donc. Et désirable parce que, en principe, si c'est rentable, ça devient désirable pour beaucoup de gens. Alors on vous connaît Bertrand Piccard puisque vous avez fait le tour du monde entre 2015 et 2016 avec Solar Impulse, un avion avec des panneaux photovoltaïques en 17 étapes. Et là vous revenez avec un nouveau projet, un avion à hydrogène pour faire le tour du monde cette fois-ci sans escale. Sans émission et absolument sans escale, c'est le but. Et je pense qu'aujourd'hui on est dans un monde qui est paralysé par le statu quo, par la peur de la nouveauté, par l'éco-anxiété. On croit qu'il n'y a plus de futur, qu'il n'y a plus de solution. Ben non, c'est pas vrai. Il faut montrer que c'est l'inverse. Il faut montrer qu'il y a des solutions. Il faut montrer qu'on peut faire beaucoup plus que ce qu'on croit. Il faut montrer que l'esprit pionnier peut repousser les montagnes. Il y a encore des choses à découvrir. Tout n'a pas été fait. Mais il y a énormément à découvrir. On a une humanité de 8 milliards et quelques d'individus qui sont en train de se mettre en péril par la manière de gaspiller les ressources, la manière de polluer la planète, par la recherche du profit à court terme. Tout ça, c'est impossible de le continuer. Donc, cette écologie désirable, il faut l'explorer, il faut la promouvoir. Il faut promouvoir beaucoup plus de respect, beaucoup plus de compassion, beaucoup plus de valeurs spirituelles dans notre monde. On ne peut pas se gargariser
matérialisme et de croire qu'on va être heureux. Je pense qu'il y a tout à inventer. Et le monde de l'exploration aujourd'hui, c'est plus simplement d'aller explorer de nouveaux territoires. C'est au contraire d'explorer des nouvelles manières de vivre. Faire le tour du monde en avion sans émission, c'est anecdotique pour l'aventure ou c'est vraiment le futur de l'aviation ? Alors pour moi, c'est l'obligation dans laquelle tous les transports doivent aller. Et l'aviation, ce sera le plus difficile à décarboner, mais en même temps, c'est pas celui qui pollue le plus. L'aviation, c'est 3% des émissions de CO2 dans le monde. C'est la moitié du gaspillage alimentaire. C'est moins de la moitié de l'industrie textile. C'est 1/8 du transport terrestre. Donc, c'est presque anecdotique, mais ça ne veut pas dire qu'il ne faille rien faire. Il faut faire quelque chose aussi. Et moi, ce que j'aime beaucoup dans l'aviation, c'est que c'est vraiment le symbole de la disruption. En 66 ans, on a passé d'un avion en bois et toile à l'atterrissage d'Apollo 11 sur la Lune. Ça, c'est de la disruption. Maintenant, il faut revenir à la disruption. Et je pense que l'avion à hydrogène, c'est une manière de disrupter complètement l'aviation et d'inventer quelque chose d'entièrement nouveau. Et ça me plaît. C'est facile de faire voler un avion à l'hydrogène ? C'est pas facile de le faire voler longtemps. Aujourd'hui, il y a des avions à hydrogène qui volent une demi-heure. Nous, ce qu'on veut faire avec ce tour du monde, c'est 9 jours de vol. Donc il faut garder de l'hydrogène liquide à moins 253 degrés pendant les 9 jours du vol. Il faut développer un système qui permet de le liquéfier, de l'amener sur les aéroports, etc. Donc c'est vrai qu'on est en train de montrer qu'on pourrait développer une nouvelle industrie qui est celle de l'hydrogène, appliquée notamment dans l'aviation. En 2016, vous avez cette idée de créer un label pour les solutions, un label qui montrerait des solutions qui sauvent le climat, et vous en vouliez 1000. Aujourd'hui, vous en êtes à 1650. On parle de quel genre de solutions, par exemple ? Alors, beaucoup de solutions qui permettent d'économiser de l'eau, de recycler de l'eau, de purifier de l'eau avec beaucoup moins d'énergie. Tout ce qui est énergie renouvelable. Mais énergie renouvelable, c'est aussi, bien au-delà du solaire et de l'éolien, c'est des petites turbines dans des petits cours d'eau. C'est faire de l'énergie propre partout. C'est la mobilité, mais la mobilité, c'est pas simplement la voiture électrique. C'est la possibilité d'utiliser les batteries des voitures pour alimenter les maisons dans les heures de pointe, pour pouvoir se passer des centrales à gaz dans ces moments-là. C'est des nouvelles manières de faire fonctionner les maisons. C'est des pompes à chaleur géothermiques qui permettent d'être installées en ville pour chauffer des immeubles. C'est des processus industriels qui permettent à l'industrie d'être beaucoup plus efficiente. C'est des systèmes dans l'agriculture pour limiter les émissions et régénérer les sols. C'est des systèmes pour avoir beaucoup moins besoin d'énergie pour stocker des données dans l'informatique. Et il y en a encore 1642. Et parmi ces solutions, il y en a qui sont applicables au milieu de la montagne. Nous, à Mountain Changemakers, on traite beaucoup des thématiques liées à la transition sur les territoires de montagne. Vous, quel rapport vous entretenez avec la montagne ? Je sais que vous êtes en Suisse. Alors moi, j'entretiens un rapport d'amour avec la montagne et de respect avec la montagne. Moi, je suis pas un alpiniste. J'adore survoler les montagnes, j'aime pas m'accrocher aux montagnes. Ça me fait peur. Je suis pas à l'aise avec ça. J'admire énormément les alpinistes, mais je les imite pas. Par contre, j'adore survoler les montagnes. En aile delta au début, en ULM, en parapente, en avion, en ballon, en planeur. C'est absolument superbe. Je fais beaucoup de ski également. Donc c'est sûr que la montagne souffre beaucoup du réchauffement climatique, mais c'est pas la montagne qui cause le plus de réchauffement climatique. Donc elle en souffre en notre victime innocente. Mais c'est sûr qu'en montagne, il y a toute une dimension qu'on peut utiliser dans l'hydroélectrique de grandes rivières, mais aussi de petites rivières, de gestion des déchets. On peut utiliser les déchets pour les fermenter et faire de l'électricité, plutôt que de les redescendre en plaine avec des camions diesel. Toute une dimension aussi d'isolation des bâtiments, de géothermie, tout ça c'est fondamental. Et j'aimerais bien préciser aussi qu'il faut faire attention en montagne de ne pas oublier que l'être humain fait partie de la nature. Et parfois on a l'impression qu'il faut
protéger la montagne, protéger la nature et que l'être humain n'a pas sa place. Je pense que ça, c'est une mauvaise vision de l'écologie. Je pense qu'il y a des fois où il faut mettre des téléphériques dans les domaines de ski parce que c'est aussi une manière pour l'être humain de décompresser, de faire un sport qui est sain. Lutter contre toutes les remontées mécaniques par principe, je pense que c'est faux. Lutter contre tous les barrages, je pense que c'est faux. La montagne a un rôle aussi d'approvisionner la plaine avec de l'énergie hydroélectrique, avec des cours d'eau régulés. Donc il y a un savant mélange à faire pour avoir la sagesse de laisser se développer ce qui doit, de protéger ce qui doit être développé et que l'être humain au milieu puisse vivre en harmonie avec la nature. Pour vous, la transition, elle passe nécessairement par l'innovation ? Non, elle passe par le bon sens. La transition, elle passe par le bon sens. Mais pour arriver à des solutions de bon sens, parfois il faut de la technologie. Mais ce n'est pas des technologies de pointe. Quand vous réabsorbez la chaleur perdue d'un data center pour chauffer une ville, ce qui permet d'utiliser la même énergie 2 fois, de ne la payer que la moitié et de polluer 2 fois moins, c'est clair que c'est du bon sens, mais il faut de la technologie pour refroidir le data center et pour pouvoir en faire profiter la ville d'à côté. Et tout est comme ça. Par contre, je ne suis pas pour ces super technologies du futur qui, soi-disant, permettront de tout résoudre plus tard et deviennent un alibi pour rien faire aujourd'hui. Ça, non. En montagne, par exemple, quand vous parlez de remettre en place des téléphériques, etc., ce sont des investissements qui coûtent de l'argent public et qui forcément questionnent au vu du dérèglement climatique. Est-ce qu'il n'y a pas une sorte de fuite en avant à vouloir toujours garder le monde d'avant en innovant plutôt que, finalement, vouloir le réparer plutôt que le déconstruire ? Non, mais je pense qu'il faut faire attention de ne pas éliminer l'être humain de la nature. Je pense qu'il faut rappeler que pour que l'écologie soit désirable, il faut que la protection de l'environnement soit fédératrice. Il ne faut pas passer dans l'extrême des Khmers verts qui veulent finalement chasser l'être humain de la nature et qui, de cette manière-là, créent une résistance, créent une révolte contre l'écologie. L'écologie doit être raisonnable, comme l'industrie doit être raisonnable. À quel moment, pour vous, l'innovation, c'est plus une solution, mais justement, ça devient un problème ? À partir du moment où l'innovation ne permet plus l'amélioration d'une qualité de vie et la protection de l'environnement. Exemple, vous pouvez, avec l'intelligence artificielle, gérer un réseau d'électrique intelligent avec des énergies renouvelables intermittentes, distribuées au bon moment, à la bonne personne, au bon endroit, en stockant le surplus pour arriver à être régulier sur l'entier de la saison. Ça, c'est l'intelligence artificielle pleine de sagesse. Maintenant, vous pouvez utiliser l'intelligence artificielle pour accélérer les jeux de divertissement sur votre téléphone portable, de passer du micro-centième de seconde au micro-millième de seconde, ce qui est complètement inutile, de dépenser pour ça énormément d'énergie, de gaspiller des ressources naturelles, d'avoir 2 fois plus de data centers, d'avoir des voitures autonomes qui nécessiteront aussi beaucoup plus de data centers pour rien du tout. Ça, c'est les excès de l'intelligence artificielle. Et un peu partout, on voit que vous pouvez utiliser la technologie pour améliorer la qualité de vie ou pour la péjorer, pour protéger l'environnement ou pour détruire l'environnement. Mais au centre, c'est quoi ? Au centre, c'est pas la technologie, au centre, c'est l'humain. Comment est-ce que l'humain va utiliser la technologie pour détruire le monde ou pour sauver le monde ? Donc, ça rassure parce qu'on voit que ça dépend de nous, mais ça fait peur parce que je pense que l'humain n'a pas beaucoup de sagesse et il est capable de se mettre en danger. Mais c'est pas la faute de la technologie, c'est la faute de l'humain. Parmi les 1650 solutions que vous avez labellisées, lesquelles s'appliqueraient au milieu montagnard, justement, particulièrement ? Est-ce que vous avez des exemples qui s'appliquent peut-être déjà ou qui devraient s'appliquer facilement mais qu'on ne fait pas ? Bon, on en a parlé tout à l'heure. Vous avez déjà tout ce qui permet à des bâtiments d'être bien isolés, fonctionnant avec des pompes à chaleur, avec des ampoules LED, avec des énergies renouvelables. Donc ça, c'est ce qui ne se fait pas vraiment. C'est là où on ne rénove pas nos passoires thermiques. Mais c'est-à-dire que c'est ce qu'il faudrait faire. Oui. Et en montagne, on est beaucoup plus soumis aux vagues de froid
est beaucoup plus soumis au moment où il fait très chaud. Donc, c'est très important, tout cet équilibre thermique. Ensuite, et c'est ce que j'ai dit tout à l'heure aussi, la montagne, c'est la base de l'hydroélectricité, de grandes rivières et de petites rivières. Il faut pouvoir mettre des turbines dans tous les ruisseaux pour faire de l'électricité localement. Et il y a des systèmes de turbines maintenant qui permettent aux poissons de remonter complètement la rivière en contournant les turbines, etc. Donc on peut très bien le faire, mais ça ne se fait pas parce que c'est des oppositions systématiques. Oui, j'allais vous dire, où sont les freins s'il y a des solutions Mais les freins, c'est dans beaucoup d'oppositions des protecteurs de l'environnement et des protecteurs du paysage. Je ne sais pas comment vous gérez ça en France, mais en Suisse, il faut absolument surélever les barrages d'une vingtaine de mètres pour arriver à être beaucoup plus autonome en énergie renouvelable pendant l'hiver. Eh bien, vous avez des oppositions de mouvements de protection des paysages, de mouvements de protection de la biodiversité, et on a des programmes d'hydroélectrique qui sont bloqués parce qu'il y a un certain type de mouche qui habite à 2500 mètres là où il y a un barrage, et à cause de cette mouche, on ne peut pas surélever le barrage, alors que la mouche pourrait peut-être aller vivre 50 mètres plus loin. C'est aberrant. Pour moi, c'est complètement aberrant parce qu'on met dans la balance des choses qui sont capitales pour l'avenir de l'humanité, qui sont énergie renouvelable et propre, et de l'autre côté, quelque chose qui finalement ne va pas détruire l'environnement parce qu'on a mis un barrage 20 mètres plus haut. Même chose pour mettre des panneaux solaires. On installe des paravalanches sur les pentes. Pourquoi on ne peut pas mettre des panneaux solaires sur les paravalanches? Vous avez des oppositions systématiques contre tous les panneaux solaires en montagne. Je pense qu'on est en train de rendre non seulement l'écologie non désirable en faisant ça, mais en plus on pénalise la transition énergétique pour des motifs qu'ils ne méritent pas. Surtout qu'on ne détruit pas le paysage en mettant des panneaux solaires en montagne. Quand on en aura marre, on enlèvera les panneaux solaires et la montagne sera comme avant. Est-ce que ça veut dire qu'il faut changer notre imaginaire aussi sur la montagne, selon vous, qu'on voit peut-être comme un peu trop comme des puristes, qu'il ne faut pas... Et je pense qu'il faut peser les intérêts. Est-ce que c'est une montagne où il n'y a rien d'humain, où il n'y a pas de téléphérique, où il n'y a pas d'habitation, où il n'y a pas de barrage? Est-ce que c'est ça qu'on veut promouvoir, ou est-ce qu'on veut promouvoir une humanité qui peut s'approvisionner en énergie renouvelable, en énergie propre, qui peut décarboner? Je pense que les intérêts sont souvent mal pesés et c'est dommage. Il faut trouver un équilibre. Il faut trouver un meilleur équilibre parce qu'en ce moment, on est ou déséquilibré dans un sens ou déséquilibré dans l'autre. On fait ou trop peu pour l'environnement ou trop pour l'environnement. Alors je pense qu'il y a un juste milieu. Est-ce que vous êtes confiant dans l'avenir? Je suis confiant dans le sens où il y a énormément de solutions, où on pourrait régler tous les problèmes existants, mais je suis assez peu confiant dans ce que l'être humain fait de ces solutions et des décisions politiques qui finalement sont du court terme, sont souvent populistes et sont souvent très, très polarisées. J'allais vous demander justement ce que vous avez fait avec toutes ces solutions labellisées et quel avait été l'accueil des politiques et des industriels. Vous savez, c'est assez curieux parce que vous amenez des solutions et certains activistes écologistes vous traitent de capitalistes parce que vous prônez des solutions industrielles. Et puis, dans l'industrie, on va vous traiter de gauchiste parce que vous parlez d'écologie. C'est terriblement polarisé. Et aujourd'hui, ce qu'il faut vraiment montrer, c'est que ces solutions permettent à l'écologie de devenir désirable pour la population, pour l'économie, pour la finance, pour l'industrie, pour la politique, et que l'industrie peut devenir propre en utilisant ces solutions et qu'elle peut se développer en vendant ces solutions. Mais a-t-on les moyens aussi de cette transition ? Alors, les moyens, bien sûr, parce que le gaspillage coûte beaucoup plus cher que l'efficience. Je crois que l'Europe dépense à peu près 250 milliards d'euros par année pour importer des énergies fossiles. C'est complètement aberrant, cet argent. À la fin de l'année, il n'y a plus rien. C'est parti en fumée. Alors que si vous l'investissez dans des énergies renouvelables, à la fin de l'année, il vous reste une installation qui produit de l'énergie pas chère pendant encore 50 ans. Donc on ne fait pas les bons choix.
Merci beaucoup, Bertrand Piccard. Quand est-ce qu'on vous voit faire le tour du monde en avion à hydrogène ? On prévoit pour 2029, après avoir fait déjà, on aura fait 2 ans d'essais, d'entraînement, de vol de 1 ou 2 jours. Donc peut-être qu'on viendra tourner au-dessus de Grenoble pour le prochain Tech and Fest. Merci beaucoup. Je vous en prie, au revoir. Bertrand Piccard aime changer les règles du jeu. Il parle de l'avion à hydrogène comme d'une disruption, terme théorisé par le professeur Clayton Christensen, qui l'a défini comme un processus économique par lequel un produit ou un service innovant vient perturber l'ordre établi d'un marché. Il veut une écologie rentable et désirable, milite pour stopper le clivage entre d'un côté les entreprises polluantes et de l'autre une écologie chère, rébarbative et sacrificielle, selon ses propres mots. Il existe déjà des solutions innovantes pour la transition et il faut s'en servir. En montagne, ces innovations concernent par exemple des domaines concrets, tels que l'isolation, les pompes à chaleur, les barrages hydroélectriques. Impossible de continuer à exploiter les ressources de la planète pour de la rentabilité à court terme. Cependant, il dénonce avec une virulence non dissimulée ceux qu'il appelle les Khmers verts, arguant qu'il ne faut pas oublier l'humain et la fonction des loisirs dans nos sociétés occidentales. Certaines positions écologistes constituent selon lui un frein à la transition. Enfin, Bertrand Piccard identifie un autre blocage, la prise de mauvaises décisions. L'Europe est trop dépendante aux importations d'énergie fossile, il faudrait selon lui réorienter les investissements et nous aurions les moyens d'une transition. C'était Talk to You, le podcast original de Mountain Changemakers, à retrouver sur les plateformes d'écoute Apple Podcasts, Deezer et Spotify. Si ces sujets vous intéressent, l'ensemble de nos contenus est disponible sur notre chaîne YouTube, sur les réseaux sociaux LinkedIn et Instagram. Vous trouverez toutes les informations sur notre collectif sur mountainchangemakers.org. Ce podcast a été réalisé par Tom Surbeck.